j'ai la tâche de parler de red flag hématologique. Le problème des hématologues ou des patients avec des pathologies hématologiques, c'est qu'il s'agit de pathologies extrêmement rares que même nous, au centre universitaire, on voit rarement. Donc le challenge pour vous dans les cabinets de médecine de premier recours général, c'est de reconnaître l'urgence. Et le but de ce petit quart d'heure, c'est de vous donner 3 images, 3 engrammes qui devraient vous permettre d'être plus rapide dans la reconnaissance de 3 types d'urgence. Mes conflits d'intérêts, surtout l'occasion pour remercier les firmes qui supportent notre travail avec les hémophilies et nos projets de recherche. Et je vais vous raconter 3 histoires pour terminer la matinée. La storia di Domenica, celle de Giorgio et puis celle de Falco. Domenica, pardonnez-moi, c'est une jeune patiente de 41 ans d'âge qui, une semaine après être hospitalisée, a développé des urines sombres, bière ou Coca-Cola. Et 3 jours avant l'hospitalisation, des pétéchies périmalléolaires et des douleurs abdominales. Je vous laisse réfléchir, le patient est chez vous, vous voyez cette anamnèse et vous commencez à penser qu'est-ce qu'il y a. 2 jours avant l'hospitalisation, il y a des nausées et des maux de tête frontales. Et elle vient hospitalisée parce que le médecin de famille a mis en évidence une bicytopénie, une anémie et une thrombocytopénie, avec, après la sonographie abdominale, la suspicion d'une masse pancréatique, avec un pancréas qui était un peu plus grand. Ça, c'est les informations et les problèmes avec la patiente arrivent aux urgences du CHUV. Aux urgences, on trouve une patiente avec des conditions générales diminuées, une sensibilité épigastrique, mais pas de péritonisme, et les pétéchies sur les extrémités qui sont comme ici. Vous voyez des pétéchies, et puis une confluence de pétéchies qui c'est le pourpre. Si on fait de la vitopression, ils ne disparaissent pas. C'est des petits saignements sous-cutanés. Vous avez vos idées, vous demandez au laboratoire, vous avez déjà des attentes, le laboratoire arrive et démontre une petite neutrocytose, pas grand-chose sur la ligne blanche, une anémie, et qui est un normochrome et normocytaire, et une thrombocytopénie sévère qui, comme Francesco a déjà dit, le réflexe monosynaptique que vous devez avoir, c'est comment c'est le frottis périphérique. Donc, le frottis n'est pas réalisé tout de suite, il faut attendre un peu de temps. Donc, entre-temps, on réfléchit à l'anémie. Comment peut-on approcher le diagnostic différentiel d'une anémie normochrome normocytaire avec les moyens du cabinet? La première question, c'est est-ce que c'est un problème de production ou de destruction, de perte? Donc, on peut regarder les réticulocytes comme paramètre de production. Chez cette patiente, sont augmentés. Donc, c'est une anémie normochrome normocytaire hyperrégénérative. Est-ce qu'il y a un saignement ou une destruction? On demande les paramètres de Lise, PARS, prototal et LDH, qui sont aussi très augmentés. Donc, c'est une anémie hémolytique. Troisième question, dans ce cas, il faut se poser la question, est-ce que c'est un phénomène auto-humain? Il faut demander le CUMS, le DAT, le test direct de globuline, qui est négatif, donc c'est non immune. Il y a différentes possibilités, ça peut être un défaut de la membrane, un défaut de l'hémoglobine, mais comme c'est quelque chose de acquis, la prochaine question c'est est-ce que c'est mécanique? Et pour résoudre ça, il faut regarder le frottis. Donc finalement le frottis est prêt, on peut le regarder et je vous propose un regard artistique et peut-être vous aurez la possibilité de... C'est qui entre vous qui utilise la microscopie du frottis dans le cabinet? Parfait. Peut-être il y aura quelqu'un de plus après parce que c'est un plaisir de regarder les frottis. Vous pouvez découvrir des globules rouges normaux, mais ici, des globules rouges avec une forme qui veut peut-être vous faire rappeler la tête d'un petit chat avec les 2 oreilles. Puis vous voyez des formes comme ça.
qui vous rappelle, est-ce que vous avez une analogie avec un objet d'utilisation quotidienne? Un casque à vélo. Puis, si vous pensez à vos vacances, le triangle de la Sicile, et les microsphérocytes qui ont aussi une tendance bleue, donc ça peut être une boule, une balle. Et si vous êtes au microscope, et au microscope vous voyez des chats noirs avec un casque rouge qui jouent à la balle sur les plages de la Sicile, ben, c'est une urgence hématologique. Et c'est un purpura thrombotique, thrombopénique. Et ça, c'est les quatre figures, les quatre altérations des schistocytes que Francesco a mentionnées. C'est vraiment les quatre cas de figure qu'on doit reconnaître parce que c'était le problème de Domenica qui s'est présenté avec une microangiopathie thrombotique. Et ça, c'est une urgence hématologique parce qu'en présence d'une thrombopénie avec une anémie Coombs date négative, donc non immunologique, avec des signes d'hémolyse et des fragmentocytes, comme on vient de voir, il faut tout de suite débuter une plasmaphérèse, même si on reçoit l'appel à 3 heures du matin, parce que sans plasmaphérèse, la mortalité est plus que 80%, et avec une approche rapide, on peut diminuer la mortalité à moins de 20%. Aujourd'hui, on a aussi une autre possibilité d'intervention, qui est le caplacizumab, pour les cas plus compliqués. Mais le challenge, c'est justement de reconnaître la rareté dans la routine de tous les jours. Et les engrammes que l'histoire de Domenica peut laisser, c'est que si vous êtes confronté avec une thrombopénie, avec une destruction mécanique des globules rouges, donc avec des signes d'hémolyse, un Coombs négatif et des fragmentocytes, comme les 4 qu'on vient de voir dans le frottis périphérique, il faut penser à une MAT et envoyer la patiente aux urgences avec cette suspicion. Question, doute, curiosité sur ce premier cas? Ah, excellente question. Excellente question. La TTP provoque des microthromboses. Ah, la question c'était qu'est-ce que c'est la masse, la suspicion de masse pancréatique. Et c'est excellente question parce que le TTP provoque des microthromboses au niveau cérébral, hépatique, rénal et dans tous les organes, et aussi dans le pancréas. Donc c'était une expression de l'ischémie pancréatique avec œdème. Et on trouve souvent une augmentation des transaminases comme signe, comme aussi cette patiente avait. Est-ce qu'on aurait pu penser à une CIVD aussi? Et qu'est-ce qui aurait été différent? C'est juste. On aurait aussi pu penser à une CVD. La CVD aurait expliqué peut-être la thrombopénie, moins l'anémie hémolytique, et pas au moins les fragmentocytes. Mais c'est vrai qu'on doit aussi demander une crase qui, dans ce contexte, ne signait pas une CVD. C'est correct, oui. J'ai un peu simplifié le message clé, c'est anémie, thrombocytopénie et anémie hémolytique Coombs négative. Il faut chercher les schistocytes, mais en principe, une crase, comme on va voir aussi dans les cas qui vont suivre, c'est toujours bien de la faire. Je passe à la deuxième histoire, c'est celle de Giorgio, un patient de 72 ans d'âge, qui présente depuis quelques semaines, pas longtemps, une fatigue progressive. Pas autre problème. Il est traité avec de la colchicine à cause d'une gout, en français, goutte, qui a été diagnostiquée un mois auparavant, donc peut-être destruction cellulaire. Et il a une hyperféritinémie pour laquelle il a 3 fibrillatomies par année et une hypertension artérielle. Sa formule sanguine montre encore une fois une anémie qui est normocytaire, hyporégénérative. Les réticulocytes sont dans la norme, mais pas assez élevés pour l'anémie. Donc, malgré une valeur normale des rétites, c'est hyporégénérative. Un problème de production. Il y a aussi une leucopénie, qui est surtout une lymphopénie, et des plaquettes à 50.
Donc, Giorgio a une pancytopénie. Et ici, la question réflexe, c'est exactement la crase. Ici, il faut se poser la question, comment est-ce que la crase? Parce que chez Giorgio, on trouve un TP abaissé, un fibrinogène à 0,5, donc suspicion de CIVD qui est confirmée avec des dimères 50 000. Donc, pancytopénie et CIVD, on doit regarder le frottis. On trouve après longtemps, c'est pas fréquent dans la périphérie, des cellules de ce type, bilobères, avec des microgranulations. La moelle est hypercellulaire et on retrouve les mêmes cellules de la périphérie. C'est une autre urgence hématologique qui est anciennement appelée leucémie myéloïde M3, leucémie aiguë promyélocytaire, qui est une autre urgence hématologique qui souvent n'est pas détectée parce que les patients ont souvent une pancytopénie. Il faut chercher les blastes dans la périphérie, on ne les trouve pas à coup d'œil, on ne pense pas que c'est une leucémie, mais le binôme pancytopénie-CIVD doit déclencher cette suspicion et aussi une investigation, une référence urgente aux urgences. Question sur ce deuxième cas? C'est presque midi. La storia di Falco, c'est la dernière. 66 ans d'âge, une diathèse hémorragique acquise. Il n'a jamais eu de problème de saignement. Soudainement, à l'âge de 66 ans, il commence à saigner. On retrouve dans le laboratoire un APTT prolongé isolé qui a été confirmé plusieurs fois par le laboratoire externe privé. Dans le dossier du patient du médecin traitant, on trouve la note « faudrait administrer du plasma au patient et regarder ce qui se passe avec la PTT ». On ne sait pas si cet essai a été fait ou pas, mais après plusieurs semaines, ils arrivent aux urgences avec une hémorragie intracérébrale et ils décèdent à la suite de cette hémorragie. Pas une jolie histoire. Comment est-ce qu'on peut éviter ça? La crase. Je demande pardon de faire à midi un crash court sur la coagulation. Vous savez qu'il y a une voie extrinsèque et une voie intrinsèque. Les deux voies se rencontrent au croisement, facteur 10, et puis en deux étapes, on a la fibrine. La première voie commence quand il y a la lésion vasculaire avec le facteur tissulaire qui active le 7. La voie intrinsèque est plus complexe. Et c'est utile de savoir que la voie initiale génère très peu de thrombine. La majorité est générée par la voie intrinsèque, qui est activée à rebours par la thrombine qui active le facteur 11, le 8 et le 5. Donc le 12, la phase de contact, n'est pas nécessaire pour la coagulation physiologique. La première voie, c'est le TP. La deuxième, c'est la PTT. Vous pouvez photographier cette image qui vous dit que si les deux tests sont pathologiques, il y a un problème au moins avec le 10, le 5, la prothrombine et le fibrinogène. Le seul facteur qui est visualisé par le TP, c'est le 7. Et les facteurs qui sont visualisés uniquement par la PTT, c'est ceux qui sont en jaune. En plus, il y a le temps de thrombine et le fibrinogène qui complètent la crase de base. Ici, vous avez l'ensemble des tests de routine. Falco avait un APTT prolongé isolé. Ça signifie que le TP était normal, donc 7, 10, 5, facteur 2, prothrombine et fibrinogène étaient en ordre. Et aussi le temps de thrombine était normal, qui nous dit que le fibrinogène était normal et qu'il n'y avait pas une contamination d'héparine ou d'abigatran, autre altération, pas d'inhibiteur de la thrombine.
Donc, il s'agit simplement, ou il s'agit soit d'un déficit de ces facteurs, soit d'un inhibiteur. Et si vous trouvez chez un patient de chez vous un APTT prolongé isolé, qui correspond à ces critères, vous devez demander au laboratoire de faire un test de mélange qui va vous permettre de comprendre s'il y a un déficit ou un inhibiteur. Si le patient a un déficit en facteur, le rajout de plasma normal normalise la PTT. Par contre, si le patient a un inhibiteur, dans le mélange, la PTT restera toujours prolongée. Ce qui était la situation de Falco. Quand on a pris le plasma de Falco et on l'a mélangé avec le plasma normal, il y avait tout de suite déjà un peu d'inhibition qui s'est manifestée de manière encore plus claire après 1 heure d'incubation. Et ça, c'est de manière tout à fait simple, sans des analyses spécialisées, vous pouvez poser le diagnostic de hémophilie acquise, qui est la 3e urgence hématologique que dans notre pratique quotidienne est toujours diagnostiquée avec du retard, même au CHUV, et qui, comme on a vu dans l'histoire de Falco, peut amener à un décès inutile qu'on aurait pu prévenir. Donc, une déthèse hémorragique nouvelle et un APTT prolongé isolé doit faire penser à une hémophilie acquise et demander au laboratoire de faire le test de mélange. Donc, je résume. Domenica, qui avait un purpura thrombotique thrombocytopénique, nous dit que si vous êtes confronté avec une anémie hémolytique et une thrombopénie, on doit demander le CUMS pour exclure une origine auto-immune et chercher les fragmentocytes dans le frottis. Giorgio, qui avait une leucémie promyélocytaire, nous rappelle qu'en cas de pancytopénie, il faut chercher une CIVD. Et Falco, avec une hémophilie acquise, que s'il y a une nouvelle tendance à saigner, il faut chercher la PTT prolongée, et si elle est prolongée de manière isolée, c'est-à-dire temps de thrombine normale et TP normal, il faut demander un test de mélange. Voilà. Merci pour votre attention. J'espère que ce soit utile et facilement à mémoriser. Et si vous êtes passionné de thrombose et d'hémostase, je fais un peu de publicité pour le février de l'année prochaine. On a un congrès international avec 1 millier de participants qui sont attendus sur le thème de thrombose et de l'hémostase. Il y a aussi des thèmes pour les praticiens et les médecins de famille, et aussi de l'art, que vous voyez pas seulement dans le logo, mais aussi dans l'art de stimuler la croissance des jeunes avec des workshops pour la jeune génération de médecins, et tous ces musées de la région lausannoise qui donnent un discount aux participants. Merci, bonne journée.